pourtant, c'est... Ah, oui. Ah, il faut parler proche. Donc, je reste assise aussi. Hein. Ouais. Ok. Et attends, je vais Tu commences, commencer comme ça. Aussi, on s'est enregistré, j'aurais pas besoin de le refaire. Quand vous voulez. C'est bon, ça enregistre là? Ok, parfait. Donc, bonjour à toutes et à tous. Hein. Nous sommes ravis de vous accueillir pour cette table ronde à l'eau sucre. Et donc, on vous propose une table ronde très interdisciplinaire avec des chercheurs, une illustratrice, des acteurs aussi locaux de la culture et enfin comment on peut présenter la ferme vous me direz, de Wamil, pardon. Donc voilà, des cultivateurs et puis une association aussi Vivons en Forme. L'idée donc de cette table ronde, c'est de proposer une alimentation durable aux tout petits, une question à la fois écologique et de santé publique. Et je laisse la parole à Pauline. Tu sais quoi? En fait, je suis pas très à l'aise, donc je pense qu'on refera une voix off si on fait un podcast. Hein, Lisa, on aime bien les voix off. Ouais. Alors, bonjour à tous. Je m'appelle Pauline Brugaillère. Je suis chercheure à l'INSERM de Bordeaux. C'est bon le micro? Ouais. Et j'ai mené des travaux pendant ma thèse sur les comportements alimentaires des nourrissons. Donc, pour ouvrir cette table ronde, je voulais commencer par le début et par vous parler de la toute petite enfance entre 0 et 2 ans et de l'importance de l'interaction parent-enfant au cours du repas. Alors tout d'abord, manger, ça s'apprend très tôt. On sait que les comportements alimentaires sont acquis dans la petite enfance, notamment entre 0 et 2 ans, et que ces comportements alimentaires vont déterminer en grande partie les comportements alimentaires retrouvés plus tard dans l'enfance, à l'adolescence et jusqu'à l'âge adulte. Donc la petite enfance est vraiment une période clé où tout se joue, ou presque. Quand on parle de comportements alimentaires, finalement, on s'intéresse à ces 4 grandes questions. Comment on mange? Quand est-ce qu'on mange? Quelle quantité? Ou encore quel type d'aliments on mange? Voici tous les apprentissages assez complexes qu'un bébé va devoir faire. Au cours, par ailleurs, d'une période de développement intense où le bébé et ses parents vont devoir faire face à différents challenges dans le domaine alimentaire. Alors, j'en citerai 2. Le premier, c'est l'existence de transitions alimentaires. Entre 0 et 2 ans, un bébé va passer d'une alimentation exclusivement lactée, que ce soit au sein et ou au biberon, à une alimentation diversifiée où on va offrir dans un premier temps des aliments à la texture adaptée aux capacités masticatoires de l'enfant, en général vers 5-6 mois. On a une deuxième transition vers l'âge de 1 an avec l'introduction progressive des aliments dits de la table, qui représente donc une nouvelle complexification en termes de goût, de texture et d'apport énergétique. Donc bien sûr, la façon dont vont se dérouler ces transitions alimentaires vont forcément influencer ces apprentissages dans le domaine alimentaire. Le deuxième challenge qui fera l'objet de ma présentation, c'est le fait qu'un bébé est dépendant d'un parent pour se nourrir. Ici, j'illustrerai mes propos par des études menées chez la mère, puisque le couple mère-enfant a été très largement étudié. De la même façon, si manger implique une interaction, alors la qualité de ces interactions vont influencer les apprentissages. Donc allons voir ce qui se passe au cours de cette interaction. De façon très basique, le bébé va émettre des signaux. J'ai faim, j'ai plus faim. Donc des signaux de faim et de rassasiement, dont je parlerai un petit peu plus en détail. Et un peu plus tard, au moment de la mise en place des préférences alimentaires, j'aime, j'aime pas. Le parent, de son côté, va devoir capter ces signaux, les interpréter correctement et y répondre de façon adaptée. Dans ce contexte, le parent se doit de créer une routine, un contexte émotionnel, un contexte de confort et de sécurité, de façon à répondre à son bébé de façon rapide, contingente, donc adaptée à la nature du signal, et bien sûr adaptée au stade développemental de l'enfant. Ce que je viens de décrire ici, c'est ce qu'on appelle en anglais le responsive feeding, que je traduirai par nourrissage attentif. Le nourrissage attentif, c'est une notion qui est très étudiée et qui rend compte de l'aspect dynamique et réciproque de l'interaction, dans le sens où les signaux émis vont influencer la réponse du parent et la réponse va aussi influencer l'émission de signaux. Donc c'est quelque chose d'assez fragile qui peut être soit très bénéfique et vertueux, ou au contraire mettre en cause un peu les apprentissages alimentaires.
En effet, plusieurs études mettent en évidence qu'un nourrissage non attentif, donc un défaut de communication, est associé à un risque de surpoids chez l'enfant. Donc pour être plus précis, apprendre à manger bien implique une interaction de qualité. Donc maintenant, je vais vous montrer certains facteurs qui peuvent venir moduler la qualité de cette interaction. Autrement dit, quels sont les défis pour l'enfant et le parent pour mettre en place une interaction de qualité. Alors ce ne sera pas exhaustif, mais on peut citer côté bébé, déjà l'existence d'une grande diversité de signaux. Certains auteurs ont mis en évidence l'existence de plus de 50 signaux de faim et de rassasiement entre 0 et 2 ans. Ils les ont classés selon un ordre croissant d'apparition et d'intensité, avec par exemple les signaux précoces qui vont être assez subtils et peut-être difficiles à capter pour le parent, comme des mouvements de succion pour dire j'ai faim ou une diminution du tonus musculaire pour dire je n'ai plus faim. On a des signaux actifs qui vont impliquer des mouvements du corps beaucoup plus visibles, montrer les aliments ou au contraire repousser la cuillère ou le biberon. Et enfin, des signaux tardifs qui vont traduire un état de détresse de la part de l'enfant et qui peuvent aller jusqu'à recracher, vomir et bien sûr pleurer pour indiquer à la fois la faim ou le rassasiement. Alors si ça fonctionne, j'ai une vidéo à vous montrer, oui. Vous allez voir un bébé qui a environ 1 an et qui va émettre une série de signaux de rassasiement, tous différents les uns des autres. Alors si je fais ça, ça fait plaisir. Okay. Ah, il n'y a pas le son. Ah, c'est dommage. Est-ce qu'on peut mettre le son ou pas? Il n'y a plus personne à la régie. Bon, imaginez un bébé qui pleure, qui fait du bruit. Voilà. Donc ici, on a un enfant qui communique assez clairement en fait, ses signaux de rassasiement. On a plutôt de la chance, on a vu des signaux actifs, des signaux tardifs aussi, parce qu'à la fin, il se met à pleurer. Donc là, c'est un contexte particulier de repas en laboratoire, avec des conditions contrôlées, mais la mère est aussi relativement attentive. Elle tente une dernière cuillère, puis après, elle stoppe. Toujours côté bébé, on peut citer l'influence du mode d'alimentation lacté. Des études ont montré que les nourrissons allaités émettent plus de signaux que ceux nourris au biberon. Alors ce résultat, on peut l'expliquer par le fait que ces deux modes d'alimentation lactée, le sein et le biberon, n'offrent pas les mêmes possibilités pour le parent de contrôler les quantités ingérées. Une mère qui donne le sein n'a aucun indice visuel pour savoir combien de lait son bébé a bu. Et donc elle serait plus encline à se baser sur des signaux comportementaux. Et le bébé aussi plus enclin à émettre des signaux, toujours dans cette notion de dynamique réciproque. C'est entre autres pour ça qu'on dit que l'allaitement est un mode de nourrissage qui favorise le nourrissage attentif. On peut bien sûr donner le biberon et être attentif à son bébé en se basant sur les indices comportementaux. Je passe côté parents. Une étude a montré que les mères seraient plus sensibles aux signaux de faim qu'aux signaux de rassasiement. Alors ce résultat, on peut l'expliquer avec une hypothèse évolutive. Nous sommes des êtres vivants, on a besoin de manger pour survivre, et donc il serait plus pertinent pour la survie de savoir quand nourrir son bébé plutôt que de savoir quand ne pas le nourrir. Il existe des facteurs liés aux caractéristiques maternelles. Ici, c'est un exemple de la corpulence. Il a été montré que les mères obèses perçoivent plus facilement les signaux de faim que les signaux de rassasiement. Les auteurs y mettent l'hypothèse que les mères obèses ont elles-mêmes une moindre sensibilité à leurs propres signaux internes de rassasiement, et donc il pourrait être plus difficile pour elles de capter ces signaux chez leur bébé. Donc on aurait un biais de perception en faveur des signaux de faim. Et pour terminer, je cite l'influence des pratiques de nourrissage. Alors là, c'est un champ de recherche très vaste. Quand on parle de pratiques de nourrissage, on fait référence au degré de contrôle exercé par le parent. Ça peut être le contrôle des quantités ingérées, que j'ai déjà évoqué, mais aussi le contrôle de comment on mange, à quelle heure on mange, quels aliments on mange. Et bien sûr, plus le parent va exercer du contrôle, moins l'enfant aura d'autonomie dans sa prise alimentaire. Certaines pratiques de contrôle peuvent être par exemple la pression à manger, donc le fait d'insister, voire même de forcer un enfant, ou au contraire la restriction. Et on sait que pression et restriction vont dépendre d'un ensemble de facteurs. Par exemple, les mères qui perçoivent leur bébé comme étant trop gros vont avoir tendance à mettre en place des pratiques de nourrissage de restriction. Au contraire, les mères qui perçoivent leur enfant comme étant trop maigre peuvent mettre en place des pratiques de pression à manger. Or, on sait que ces pratiques contrôlantes ont un effet néfaste dans la mise en place de comportements alimentaires sains. Par exemple, les enfants qui sont soumis à de la restriction alimentaire, il a été montré que lorsqu'ils en ont l'occasion, donc lorsqu'ils sont autonomes,
Lorsque les parents ne sont plus là, par exemple, ils vont montrer des comportements de désinhibition alimentaire et donc s'orienter vers des aliments interdits, gras et sucrés, ou manger des grandes quantités. Donc, trop de contrôle n'est pas synonyme d'un nourrissage attentif. Pour terminer, je voulais vous illustrer un cas où on laisse une grande autonomie à l'enfant, quasi totale autonomie, et très peu de contrôle de la part du parent. Le meilleur exemple, c'est celui de la diversification menée par l'enfant, ou DME, que vous connaissez peut-être, c'est une méthode assez à la mode, qui consiste à offrir dès le début de la diversification des aliments sous leur forme brute, crue ou cuit, donc coupés en gros morceaux, et ne pas passer par la phase de purée lisse. Et aussi laisser une grande autonomie sensorielle à l'enfant, le laisser manipuler les aliments et éventuellement même choisir les aliments qu'il souhaite manger ou pas. Alors, aujourd'hui, il n'y a aucune preuve scientifique qui dirait que la diversification menée par l'enfant serait meilleure que la diversification classique. Il peut y avoir des effets bénéfiques en termes de motricité libre, motricité fine, pardon, ou de développement sensoriel. On sait que manipuler les aliments favorise l'acceptabilité et joue un rôle dans la mise en place des préférences alimentaires. Mais certaines études montrent aussi des risques de carence, notamment des carences en fer, et des risques de sous-nutrition, étant donné que 80% des aliments finissent par terre. Donc, laisser bébé décider, oui, mais sous contrôle. Et donc aujourd'hui, le consensus, c'est plus... Et d'ailleurs, le nourrissage attentif ne veut pas dire laisser bébé faire tout ce qu'il veut. C'est très important que le parent mette en place une routine, une structure et donc ait un minimum de contrôle, notamment ici pour s'assurer que l'enfant couvre ses besoins nutritionnels et énergétiques. Pour conclure, c'est un enjeu majeur de promouvoir le nourrissage attentif dans la mise en place de comportements alimentaires sains. Et cette notion de nourrissage attentif, elle est aujourd'hui présente dans le dernier guide du PNNS, le Programme national nutrition santé, qui montre des exemples aux parents de signaux de faim et de rassasiement pour les guider, parce que j'espère l'avoir illustré, ce n'est pas si simple de mettre en place un nourrissage attentif. Et je vous remercie de votre attention. Et je passe la parole à Camille Rioux. Moi, je vais partir en fait. Non, mais c'était pour accompagner Pauline, mais c'est bon. La flèche du bas. La flèche du bas, d'accord. Éteins le micro. Je pense que ça marche. Flèche du bas pour passer, c'est ça ? Ok. Donc bonjour à tous et à toutes. Moi je m'appelle Camille Rioux, je suis chercheuse en psychologie développementale et cognitive et je travaille depuis le début de ma thèse sur l'apprentissage alimentaire en lien justement avec le développement cognitif chez l'enfant. Au début, il va y avoir un petit peu de répétition avec la présentation de Pauline, parce qu'on travaille quand même sur des sujets assez similaires. Une question qui m'anime depuis le début de ma thèse, depuis le début de ma recherche, c'est vraiment comment apprenons-nous à manger ? Parce qu'en fait, vous le savez sûrement, mais nous sommes une espèce omnivore, et donc nous passons d'un régime complètement lacté à notre naissance à un régime très varié, très diversifié au milieu de la petite enfance. Et c'est un apprentissage, quelque chose qu'on doit apprendre. On ne naît pas en sachant ce qui se mange ou non dans notre environnement. Et donc, je m'intéresse à comment se fait cet apprentissage chez l'enfant, puisque c'est vraiment un challenge à la fois cognitif, puisque les aliments vont varier en texture, en forme, en couleur. Il y a aussi de nombreuses normes sociales associées à l'alimentation qu'il va falloir apprendre durant cette phase d'apprentissage. Et comme l'a dit Pauline, c'est une phase qui est particulièrement cruciale, puisque les habitudes alimentaires qu'on prend dès cette petite enfance, donc vers l'âge de 2 ans à peu près, va avoir un très fort impact sur les habitudes alimentaires qu'on aura à l'âge adulte. Donc c'est vraiment important d'étudier cette période de la petite enfance lorsqu'on s'intéresse au comportement alimentaire. Et là, je prêche un petit peu pour ma paroisse, mais là, vous voyez un graphe où c'est le nombre d'articles qui est publié dans une revue qui s'appelle Appetite, qui est une revue qui est vraiment essentielle dans le domaine de
des comportements alimentaires. Et vous pouvez voir qu'en fait, la majorité des études est publiée chez les 5 ans et plus ou chez les adultes et qu'il y a vraiment un creux dans la période 1-4 ans. Il y a un petit peu plus d'études avec des nourrissons, c'est les travaux qu'a montré Pauline par exemple, mais vraiment dans la période 1-4 ans, il y a vraiment un creux. On sait très peu de choses en fait sur le comportement alimentaire de ces enfants. Et donc moi, c'est vraiment ces études que je vais vous présenter un petit peu aujourd'hui. Alors du coup, je vous ai dit qu'on était une espèce omnivore, ce qui en fait va créer ce qu'on appelle le dilemme de l'omnivore, c'est-à-dire que on doit intégrer des nouveaux aliments dans notre répertoire alimentaire pour avoir à la fin, in fine, un régime varié pour assurer notre santé, notre bien-être. Mais chaque nouvel aliment a le potentiel d'être toxique ou en tout cas de nous créer de l'inconfort digestif. Donc voilà, donc on est un petit peu entre ces deux inclinaisons, l'inclinaison à avoir de nouveaux aliments dans notre répertoire et la peur que ces nouveaux aliments peut nous causer certains problèmes. Et donc aujourd'hui, je vais vous présenter un petit peu deux pans de ce problème et comment les enfants réussissent à résoudre ce dilemme de l'omnivore. Et donc, premièrement, ils le résolvent avec ce qu'on appelle des systèmes de protection qui vont les protéger face à ce danger du nouvel aliment qui peut être toxique. Un système qui est vraiment quand même assez étudié, c'est la néophobie alimentaire. Donc globalement, vers 1 an et demi, 2 ans, les enfants vont se mettre à être néophobes, c'est-à-dire qu'ils vont rejeter à la simple vue des aliments, donc sans même les goûter. Et la néophobie alimentaire, la plupart des cibles, le plus souvent, sont des fruits et des légumes. Certains chercheurs et chercheuses pensent que c'est parce que les fruits et légumes, c'est les aliments qui vont tendance à être le plus changeants d'un service à un autre, en fait. Et donc, du coup, créer un sentiment de nouveauté chez les enfants. On sait que la néophobie, elle est influencée par de nombreux facteurs, par exemple les pratiques parentales d'alimentation, comme l'a montré Pauline. Et moi, ce que j'ai étudié pendant ma thèse, c'est à quel point la néophobie est influencée ou impactée par le développement cognitif de l'enfant. Donc je me suis intéressée au lien entre la néophobie alimentaire et la catégorisation alimentaire, puisqu'en fait, quand un aliment est nouveau pour un enfant, ça veut dire qu'il ne rentre pas dans une catégorie connue et que ses propriétés donc ne peuvent pas être déduites. Par exemple, si le fruit du dragon est inconnu pour un enfant, il ne va pas pouvoir déduire les propriétés comestibles, sucrées, gemmes, ce genre de choses. Et donc c'est ça qui va potentiellement créer du rejet. Donc on a voulu savoir s'il y avait un lien entre le développement de la néophobie alimentaire et le développement de la catégorisation dans le domaine alimentaire. Donc c'est ça, moi, que j'ai étudié pendant ma thèse. Et ce qu'on a montré, c'est qu'effectivement, si on demande à des enfants de 2 à 6 ans, donc vraiment dans cette période que je vous ai citée comme étant importante, si on demande à des enfants de trier, par exemple, des légumes parmi des fruits, ou si on demande aux enfants quels aliments ont les mêmes propriétés, on se rend compte que les enfants néophobes ont des performances un petit peu moins bonnes à ces tâches. Par exemple, ils vont moins bien classer les légumes d'un côté et les fruits de l'autre. Ou alors ils vont dire que si la pomme a une propriété, la tomate verte aussi, parce qu'elles ont la même couleur, alors qu'en fait c'est plutôt la courge et la tomate qui devraient avoir les mêmes propriétés, parce que c'est 2 légumes donc qui appartiennent à la même catégorie. Donc on voit chez les enfants néophobes des performances un petit peu moins bonnes sur ces tâches qui vont mesurer leur développement cognitif. Donc on a vraiment un lien entre néophobie alimentaire, développement de la néophobie alimentaire et développement de la catégorisation alimentaire. J'y reviendrai un tout petit peu à la fin de ma présentation. Et d'un autre côté, donc en fait, les enfants donc, ne vont pas faire par essai-erreur un apprentissage individuel. Ils sont assez néophobes, donc ils vont tendance à rejeter les aliments qu'ils ne connaissent pas. Mais du coup, comment est-ce qu'on intègre des nouveaux aliments dans notre régime si on rejette tout ce qui est nouveau ? Eh bien, en fait, l'autre pan du système et de résoudre le dilemme de l'omnivore, c'est d'être particulièrement attentif aux informations sociales, à ce que font les autres dans le domaine alimentaire. On sait par exemple que la facilitation sociale, c'est un phénomène très puissant dans le domaine alimentaire, c'est-à-dire que des jeunes enfants, à partir de 2 ans, entre 2 ans et 5 ans dans cette étude, ils vont être plus enclins à manger un nouvel aliment s'ils voient un adulte avant manger un aliment de la même couleur, qui lui ressemble. S'ils voient juste un adulte manger un aliment qui n'a rien à voir avec l'aliment qu'on propose à l'enfant, ça ne va pas être si puissant. Mais vraiment de voir un adulte manger un aliment qui ressemble
à l'aliment qu'on propose à l'enfant, ça va vraiment avoir un effet vraiment boost sur la consommation des enfants. Maintenant, il y a tout un tas d'études qui vont essayer de regarder quels sont les meilleurs modèles pour les enfants. Dans les études qui ont été faites, les adultes étaient souvent des personnes que les enfants ne connaissaient pas. Donc maintenant, il s'agit de voir si les parents sont des meilleurs modèles, si, comme c'est encore beaucoup le cas, les mères sont plus responsables de l'alimentation chez les enfants. Est-ce que les mères, du coup, vont être des meilleurs modèles que les pères? Est-ce que les enfants aussi sont des meilleurs modèles pour les enfants que des adultes, puisque on peut penser qu'ils pensent que les enfants ont des préférences similaires. Donc voilà, et maintenant, il s'agit de comprendre qui sont les meilleurs modèles et aussi quelles sont les autres actions qui peuvent permettre de faire que les enfants mangent ces nouveaux aliments. Là, c'est une action où on voit un adulte manger un autre aliment, mais peut-être que des actions où on voit un adulte couper, transformer, cuisiner un aliment, ça peut aussi avoir cet impact positif sur la consommation des enfants. Et une dernière chose que je veux vous montrer, c'est aussi que dans le domaine alimentaire, les émotions, c'est aussi une source importante d'informations. Et notamment les émotions négatives aussi. Par exemple, si on montre à un enfant, une personne avoir du dégoût face à un aliment A sur la droite, puis après avoir une réaction plus neutre face à l'autre aliment, les enfants vont être vraiment très surpris, donc c'est-à-dire qu'ils vont regarder plus longtemps lorsqu'ils voient la personne manger l'aliment pour lequel elle a d'abord exprimé du dégoût. Donc en fait, ça leur aide à se construire une représentation de qu'est-ce qui est comestible ou qu'est-ce qui n'est pas comestible. Et donc là encore, il y a tout un pan de recherche qui cherche à comprendre quelles sont les émotions importantes dans le domaine alimentaire. Est-ce que toute émotion négative va avoir cet effet, ou alors est-ce que c'est vraiment des émotions qui sont des émotions pertinentes dans le domaine alimentaire, comme le dégoût. Et aussi, ces études, elles font aussi ressurgir la question de est-ce que dans le domaine alimentaire, les enfants, lors de l'apprentissage, ont un biais de négativité, c'est-à-dire vont apprendre plus facilement des informations négatives sur les aliments que positives. C'est possible, puisque ce biais de négativité existe dans d'autres domaines, et surtout dans le domaine de l'alimentation. C'est plus coûteux de manger un aliment qui est mauvais pour notre santé que de passer son tour sur une occasion de manger. Et donc il est possible que les enfants aient ce biais de négativité, c'est-à-dire soient plus attentifs aux émotions négatives qu'aux émotions positives. Ou par exemple, on sait que les enfants vont éviter de manger des aliments qui ont été décrits comme non sains, alors qu'ils ne sont pas forcément très intéressés par des aliments qui ont été décrits comme sains. Donc apparemment, il y a vraiment ce poids plus important des informations négatives dans le domaine alimentaire. Et du coup, comment est-ce qu'on amène tout ça en dehors du laboratoire ? Je voulais mentionner une association qui est l'École Comestible, qui est une association qui fait énormément d'ateliers en école avec les enfants. Et la chaire Anka, qui travaille aussi en lien entre des chercheurs et des associations, où ils essayent aussi d'amener, de faire des ateliers, d'aller dans les écoles, faire des petits jeux avec les enfants sur l'alimentation. Et par exemple, on peut penser à faire des jeux où on va essayer de faire de l'exposition visuelle aux enfants avec les aliments pour essayer d'un petit peu augmenter, par exemple, leur performance de catégorisation sur les aliments et espérer que ça va avoir un impact sur leur envie de manger ces aliments plus tard. Pour ce qu'on sait des informations sociales comme étant quelque chose de très important, c'est important que ces ateliers justement où il y a beaucoup d'émulation sociale, où les enfants vont cuisiner ensemble, vont manger ensemble, c'est aussi très important puisque voilà, ils vont s'encourager les uns les autres à manger et à transformer les aliments, à toucher les aliments. Donc voilà, je pense que je passe la main à Anne qui est illustratrice. Ça c'est la télécommande, c'est ça? Ok. Flèche du bas, quoi. Ok. Alors, bonjour tout le monde. Donc, je m'appelle Anne Bruni, je suis illustratrice. Je tiens à préciser que je travaille avec un auteur qui s'appelle MacLeod Dickmuse. Donc, c'est pas moi qui ai écrit les histoires. En tout cas, on crée les livres ensemble. Mais on a beaucoup de sujets en commun de prédilection, dont effectivement la nourriture.
même si je suis une piètre cuisinière. Donc, moi, j'aime bien en fait le sujet de la nourriture pour son aspect symbolique. En fait, j'ai l'impression que c'est un sujet qui permet de réunir plein d'histoires qui sont universelles, de parler à tout le monde, et aussi pour son aspect formel, dans les formes, dans les couleurs, dans les textures, qui permet moi-même en fait de jouer beaucoup avec, de cuisiner moi-même en fait, avec mes papiers découpés. J'ai un peu l'impression de faire de la cuisine déjà avec la technique que j'utilise. Donc ça, c'est notre premier livre qui s'appelle Bonjour, qui raconte le cycle d'une journée. Et dans ce cycle, je l'ai sélectionné parce que ça ne parle pas forcément que de nourriture, mais en tout cas, dans ce cycle, à un moment donné, on retrace un peu d'où viennent justement ces aliments. Et donc il y a eu tout un process avant que les abeilles arrivent, mais à un moment donné, il y a quand même des fleurs qui éclosent, des abeilles qui dansent, et puis les fruits mûrissent. Et on cueille ces fruits, on les cuisine, et puis on les mange. Donc il y avait aussi la volonté juste de revenir en arrière par rapport à ce moment du repas. J'ai aucune idée de combien de temps je vais prendre, si je vais trop vite ou si je vais trop lentement. Donc ça, c'était juste un petit avant-goût. Il y a eu un autre livre en fait qui a été vraiment que lié à la cuisine. C'était un moment, je crois, où je regardais beaucoup Top Chef et j'étais assez fascinée par l'aspect visuel en fait des plats. Et je trouve que ça permet aussi de très fort rester dans l'abstrait et de figurer la nourriture juste en la symbolisant, en mettant une fourchette et un couteau. On comprend que ce qu'il y a au milieu du rond, en fait, qui est l'assiette, c'est de la nourriture. Et donc pour moi, en fait, c'est un terrain de jeu assez large où je peux m'exprimer de façon sculpturale, un peu comme je le veux, et puis après décider qu'en fait, ça se mange. Et donc ça, c'est un projet où c'est l'illustrateur et ingénieur papier Philippe Huget qui m'a invité à créer un livre avec lui où j'avais carte blanche. Et donc, vu que j'étais en pleine mania Top Chef, j'ai imaginé des plats imaginaires, justement, comme si on arrivait dans un restaurant et chaque jour, il y avait un plat du jour. Et ce plat du jour, un peu mystérieux, est décrit dans un menu que MacLeod a écrit, justement. Ce qui est chouette avec ces livres aussi, en tout cas avec Plat du jour, c'est que après, en tant qu'illustratrice, souvent on fait des ateliers avec les enfants. Donc on peut aussi poursuivre avec les enfants ce jeu autour des aliments. À la sortie du livre, j'ai invité une pâtissière qui a recréé certains des plats en vrai qu'on a mangés du coup pour de vrai. Et puis ça permet aussi de jouer donc autour de l'art de la table aussi, de comment on met la table, quelle fourchette, que ça soit quelque chose de ludique et de joyeux. Ah, c'est pas dans l'ordre, d'accord. Ah non, si, je reviens en arrière, c'est pour ça. Parce que le livre, c'est un peu... il y a des symboliques quand même un peu similaires entre le repas et le livre, quoi, de partage et de moments où on se réunit. Donc ça, c'est le dernier livre qu'on a fait ensemble, qui s'appelle Festin, qui est basé autour de notre envie de parler de fermentation et plus de ce qui se passe au niveau de l'invisible et de la collaboration entre... dans la nourriture entre l'humain et l'invisible, et les bactéries et les levures. Donc le sujet parfait, donc MacLeod voulait faire autour du cidre, mais le cidre pour les enfants, pas incroyable, et donc on s'est dit que le pain était un peu plus universel et compréhensible pour, que les enfants pouvaient s'approprier facilement, quoi. Donc c'est l'histoire du processus du champ de blé jusqu'à la fabrication du pain. Et au milieu,
le festin, en fait, ça peut être compris comme le nôtre qui mangeons ce pain, mais aussi comme les bactéries qui mangent le sucre et qui font la fête dans la pâte. Donc voilà, elle se régale au fabuleux festin. Moi, ça a été aussi, ça m'a permis aussi de travailler beaucoup sur l'image abstraite, en fait, de pouvoir imaginer un peu ce que je veux, et c'est les mots qui décrivent. Donc l'idée, en fait, c'est pas de faire des livres didactiques, mais plutôt poétiques pour raconter les choses simples qui nous entourent, mais qui, moi, me paraissent magiques. Ça a aussi été une occasion de parler d'odeur dans un livre, en tout cas de représenter l'odeur. Je parle très peu du goût, on parle très peu du goût, en fait, effectivement, mais l'odeur et le bruit. Donc ça, voilà, c'est une partie du process. Et donc ce livre aussi a pu avoir des ateliers liés. Donc il y a eu des ateliers qu'on a fait au Luxembourg avec un artiste luxembourgeois qui avait construit un four à pain. Donc on a pu faire des ateliers aussi où en fait on créait des pains tous ensemble. Donc il y a eu un processus de fermentation et puis tous ensemble on a créé du pain. Ils dessinaient leur pain, la forme du pain qu'ils voulaient, et puis ils la faisaient en vrai, quoi. Et à la fin on mangeait tous. Donc j'aime bien aussi ce genre de, comme aujourd'hui en fait, qu'il y ait des sujets qui soient transversaux et qu'on puisse avec un livre convoquer aussi d'autres pratiques que la nôtre. Ça c'était un projet. Donc quand je regardais un peu dans mes projets, c'est un projet qu'on a fait il y a un petit moment autour du chicon de l'endive. Pareil, comme une petite comptine sur en fait comment poussent les chicons. Je ne sais pas si vous voulez, je vous la lis. Je ne sais pas si on la voit très bien. Il faut que je me rappelle parce que ça fait un moment qu'on l'a fait. Donc, une semence au printemps devient un champ de verdure. Les plus jolies plantes ont le droit à une coupe et les racines sont invitées à un sauna sous le fumier. Réglées à la bonne température, il leur pousse des feuilles pâles et serrées. Le spa terminé, elles sont enlevées de la terre. Les nouvelles pousses séparées de leurs carottes sont soigneusement nettoyées. Voilà comment naissent les chicons. Voilà, donc c'est en tout cas un sujet pour moi qui pourrait continuer. Bon là, j'avoue que j'ai pas envie de devenir spécialiste de livres de nourriture, mais en tout cas c'est un sujet tellement large et qui convoque tellement de choses que je pourrais continuer, mais peut-être il faut que je laisse passer en fait quelques années, mais en tout cas il y a beaucoup de symbolique dedans qui m'intéressent, quoi. Et dans les formes et les couleurs, une grande liberté aussi qui m'intéresse par rapport à d'autres sujets qui sont peut-être parfois un peu plus serrés, quoi. Voilà. Et peut-être aussi juste le parallèle effectivement avec ma manière de travailler. Donc je travaille principalement le papier découpé, où je vais préparer moi-même mes papiers en texture et en couleur avec différentes techniques. Et puis après je vais avoir tous ces ingrédients. Et comme en cuisine, en fait, vu que je découpe, il me reste beaucoup de restes, quoi. Et donc, il m'arrive même de cuisiner ces restes, donc de faire comme on prépare des plats avec, comme on fait une soupe en fait avec des vieux restes, de faire des nouvelles images avec les restes des vieux papiers. Donc, il y a aussi pas mal de similitudes, mais je pense que pour pas mal d'artistes, dans le thème de la cuisine et la manière dont on travaille, quoi. Voilà.
Ok, bonjour à tout le monde. Je m'appelle Sophie McGannon, je suis responsable du développement et des projets pour le programme Vivons en forme, qui est porté par l'association FLVS, Fédérant les villes pour la santé. Donc, je vous donne un peu le background de FLVS et le programme VIV. Donc, c'est né d'une étude qui a eu lieu en 1991, qui s'appelait EPOD et qui étudiait l'obésité infantile dans le secteur Flers-Bée-Laventie et qui étudiait finalement la méthodologie qui est devenue aujourd'hui notre méthodologie VIV et l'impact de cette méthodologie sur l'obésité infantile. Donc, la méthodologie, je vais vous en parler plus tard, mais globalement, on utilise la méthodologie de marketing social, de changement de comportement petit pas à petit pas. En anglais, on dit les nudges. Et aujourd'hui, le programme qui s'appelle Vivons en forme compte 276 villes adhérentes partout en France, avec 4 villes aussi à La Réunion. Donc, on est un peu partout, même si pour l'instant, on a la plupart de nos villes qui sont dans la région Hauts-de-France, qui est le plus touchée par l'obésité infantile. Donc, les objectifs de VIF, je vous ai dit à la base, l'association est née pour lutter contre l'obésité infantile, mais aujourd'hui, on est vraiment sur la santé et le bien-être des habitants des villes qui adhèrent au programme. Et l'idée, c'est vraiment de mobiliser l'ensemble de la population pour faire évoluer les habitudes de vie, pour faire ce fameux changement de comportement positif dont j'en ai parlé. Donc, historiquement, on est sur les enfants, mais on sait que pour changer les comportements chez les enfants, il faut embarquer les parents, il faut embarquer l'école, le périscolaire, les grands-parents aussi qui s'occupent de plus en plus des petits-enfants. Et il faut le faire en changeant l'environnement et aussi les actions qui sont répétées le plus souvent possible auprès des enfants. Donc, généralement, on travaille sur le triptyque alimentation, activité physique et le bien-être. Et dans le bien-être, on peut compter beaucoup de choses, le sommeil, les écrans, la gestion des émotions. Donc, on est vraiment sur une approche globale de la santé et le bien-être des enfants. Et comment on fait ça? On passe par les acteurs locaux. Donc, les villes qui adhèrent au programme VIF vont avoir accès à un catalogue de formations, donc des formations qui sont créées basées sur les recherches dont on a parlé aujourd'hui et plein d'autres sujets et qui sont créées vraiment en co-construction avec les experts. Et quand on entend experts, on parle forcément des chercheurs, des scientifiques qui ont étudié le sujet, mais on parle aussi des experts de terrain. Nous, on compte parmi nos experts des enseignants APA, des animateurs périscolaires, des animateurs de la restauration scolaire, les enseignants et toute autre personne qui travaille dans les villes et qui en face des enfants, les parents aussi et les grands-parents. Donc, à travers les acteurs locaux qui vont être montés en compétences pour mettre en place les actions de prévention grâce aux outils qu'on a co-construits ou aux outils existants aussi, parce qu'on compte à chaque fois travailler en collaboration avec les associations locales qui existent déjà sur le territoire. On va former ces acteurs pour pouvoir mettre en place les actions. Donc finalement, on aime bien moi j'aime bien comme je suis anglaise, on travaille en B2B2C. Et l'idée de ça, c'est que ça dure sur le long terme. Si nous, on arrive dans une ville avec nos actions, avec nos outils, une fois, on one shot, comme on dit, ça ne va pas avoir un impact sur le long terme. Ce qui est important, c'est de former les acteurs, les aider à s'approprier les outils et les actions pour que ça puisse durer sur le long terme, pour vraiment impacter l'écosystème de l'enfant. Donc, on est là pour axer les messages, mais vraiment sans stigmatiser. Quand il s'agit des sujets de l'alimentation, de l'obésité chez les enfants, c'est des sujets qui sont tabous, qui sont difficiles à aborder. Donc, on ne stigmatise pas du tout. On essaie simplement de mettre en place les actions pour pouvoir favoriser une alimentation saine et durable.
Donc, pour faire ça, l'idée, c'est vraiment d'impliquer toute la ville. On a à chaque fois un binôme en charge du projet dans la commune. Donc, on implique un chef de projet local. Donc, ça peut être n'importe quelle personne dans la ville qui est motivée. Ça peut être un enseignant, ça peut être un directeur du CCAS, par exemple. Mais on implique aussi l'élu. Et c'est hyper important pour les acteurs locaux de savoir qu'ils sont suivis aussi par les élus. On va impliquer, comme je disais, les associations locales, les commerçants, les écoles, les centres sociaux, les PMI, périscolaires, restauration scolaire, les parcs et les jardins aussi. Quand on parle d'activité physique, c'est important que les services urbanisme de la ville soient embarqués. Et ça, on le fait dans chaque ville. Donc, chacune des plus de 270 villes partout en France. Et nous, on va coordonner ça avec la coordination nationale qui est basée à Lille. Ça permet aussi que ce réseau de villes vient se rencontrer de temps en temps, va nourrir les idées entre les villes. Les villes vont partager. Si elles ne sont pas trop loin, elles peuvent aller se voir, partager les idées, partager les solutions et partager l'expérience vive. Donc, j'ai parlé un peu de notre méthodologie. Je vais vous expliquer un peu plus dans le détail. Donc, on parle d'une méthodologie qui allie le marketing social et le collective impact. Donc, moi, ça me va bien quand on utilise les termes anglais, je les comprends bien. Mais le marketing social est né dans le monde anglophone, mais qui arrive petit à petit en France de plus en plus. Et le collective impact, c'est simplement d'impliquer un maximum d'acteurs. Donc, le processus, c'est déjà une étape d'état des lieux, d'étudier, comprendre les besoins spécifiques. Donc, on a de la chance qu'on a beaucoup de chercheurs en France qui font déjà beaucoup de travail pour nous, mais on va aussi étudier les besoins spécifiques locaux dans les villes adhérentes. Ensuite, on va co-construire les différentes actions, les différents outils pour que ça soit vraiment adapté aux besoins du terrain. Je vous donne un exemple. Si on parle de l'activité physique dans une ville dans le nord de la France, ça ne va pas du tout être les mêmes problématiques que si on est dans le sud. On a déjà la pluie ici qui empêche beaucoup de choses. Ensuite, on va tester, optimiser le dispositif. Et ça, c'est vraiment l'étape le plus importante pour nous. C'est ce qu'on appelle les living labs dans les villes. Et ça permet de tester nos solutions dans des conditions réelles. Et ça permet aussi aux acteurs locaux de s'approprier les outils, d'adhérer aux outils et de se dire vraiment c'est quelque chose qui marche pour nous. Ils vont nous faire des retours pour qu'on puisse optimiser. Donc, on va écouter ce qui se passe sur le terrain, on va optimiser les outils et ensuite, on va pouvoir former et mobiliser les acteurs locaux donc, à plus grande échelle. Et à la fin, super important, c'est évaluer les actions. Donc, évaluer le changement de comportement chez les enfants, chez les familles. On sait tous aujourd'hui que c'est très important de pouvoir évaluer ça. Et pour nos villes aussi qui adhèrent au programme, il faut montrer l'impact du programme dans la ville. Donc, VIF et la petite enfance. Donc, historiquement, on était sur le cible enfants 6-11 ans. Depuis 30 ans, c'est un peu notre cœur de métier. Mais on sait très bien que la prévention, quand on parle de prévention santé, il faut que ça commence dès le plus jeune âge. Donc, aujourd'hui, on est de plus en plus sur les 1000 premiers jours, je dirais les 2000 premiers jours de vie. Et c'est vraiment un sujet qui est très important pour nous et on a envie de continuer d'améliorer sur ce sujet, de s'améliorer sur le sujet avec toutes les recherches aujourd'hui qui sortent. On est en train d'apprendre beaucoup plus de choses qu'on savait il y a 30 ans qu'on a commencé le programme. Donc, on a déjà développé quelques outils sur l'alimentation des tout petits. Ces outils sont à destination des parents. Donc, on a des petits leaflets de parents qui parlent de l'activité physique, de l'alimentation et du bien-être, du sommeil, des écrans.
Mais on a envie d'aller plus loin. On a envie de vraiment accompagner les acteurs dans les villes qui interviennent aussi avec ses parents. Et on a le retour très souvent sur le terrain que dès qu'on parle aussi des familles défavorisées dans les quartiers prioritaires, c'est vraiment un sujet qui est très difficile à aborder. Et on a vraiment envie d'aider nos villes sur ce sujet. Même si on a déjà des très bons outils pour les parents, il faut qu'on aide les acteurs locaux à accompagner les parents. Donc, c'est la priorité chez nous en ce moment, et surtout pour le pôle projet que je gère. On est à la recherche des acteurs avec qui on peut collaborer pour améliorer ces outils et soutenir nos villes. Voilà. Merci. Et je passe la parole à Mathieu. Merci. Bonjour. Donc moi je suis maraîcher proximité, 10 minutes d'ici, Wamil, cueillette à la ferme, un magasin aussi de produits frais directement à la ferme. Donc nous on accueille les familles. En fait, on a deux axes d'accueil. Les familles qui viennent faire leurs courses alimentaires dans la boutique de la ferme, ou je ne vais pas dire que c'est des courses lambda, mais le principe, sans mettre de clichés, mais c'est la maman qui fait les courses le soir, le week-end, et qui remplit les affaires. Alors déjà, les gens qui viennent faire leur approvisionnement chez nous, ils sont déjà dans une démarche qui est élaborée. C'est volontaire. Voilà. Je dis toujours, quand on vient faire ces approvisionnements alimentaires directement à la ferme, c'est qu'on est déjà dans un engrenage. Par contre, le seul petit risque qu'il peut y avoir, c'est que le moindre grain de sable dans une organisation d'un week-end, de la vie de tous les jours, c'est souvent le premier poste qu'on va zapper. Si le match de foot du petit dernier il dure une demi-heure de plus que ce qui était prévu, on n'ira pas faire ses courses à la ferme, on ira pousser son caddie en GMS. Voilà, nous on fait partie on a la double étiquette. On vient faire ses achats chez nous parce qu'on pense et on sait que c'est meilleur. Par contre, c'est un effort. C'est un effort d'organisation. C'est pas forcément un effort économique, mais c'est un effort d'organisation. Voilà. Donc ça, on a globalement les gens qui viennent faire leurs courses en boutique. On a quand même une catégorie socio-professionnelle CSP+. Et la moyenne d'âge, on va dire, quand je parle de la boutique, ça commence autour des 30-35 jusqu'aux retraités. Voilà, les jeunes, on n'en a pas, ou très 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 peu. On commence tout doucement à avoir des jeunes couples sans enfants qui arrivent, mais ça reste quelques faibles pourcentages. Voilà. Donc ça, c'est la partie magasin. Alors pourquoi c'est les gens qui viennent de ces générations-là? Parce qu'ils se souviennent de la bonne bouffe qu'ils avaient dans leur éducation, dans leur jeunesse. Ils ont le temps et ils ont j'aime pas dire les moyens, mais parce que ils ont compris que bien manger, ça coûte pas forcément plus cher, mais c'est une organisation. Voilà. Donc après, on a une autre partie, c'est la partie cueillette. Donc les gens viennent dans nos champs cueillir fruits, fleurs, légumes. On est ouvert 7 jours sur 7 pendant 6 mois de l'année, globalement 1er mai, 1er novembre.
On accueille, donc là c'est plutôt la partie loisirs qui attire les gens chez nous. Pourquoi ils viennent faire leurs courses chez nous? C'est plus simple d'aller à grands frais, mais à grands frais on voit pas comment ça pousse. C'est pas une activité avec les enfants. Voilà, donc pareil, on a plusieurs types de clientèle qui viennent à la ferme. On a les jeunes parents avec leurs jeunes enfants qui marchent tout juste à peine et qui veulent faire découvrir que les fraises, ça pousse pas dans les barquettes, que toutes ces choses-là. Alors, ils ne le disent pas, mais on le comprend très bien. Ils apprennent autant que les enfants. Donc ça, on va les voir 1, 2 fois, 3 fois par an maximum venir. Alors pour qu'ils viennent, il faut qu'il fasse beau. Il faut que ce soit organisé, planifié 3 mois avant dans l'organisation familiale. Mais ils viennent. Alors le seul bémol, parce qu'il y a toujours un petit peu de bémol, c'est que quand ils vont venir faire leurs approvisionnements alimentaires dans cette philosophie pour les enfants, c'est vraiment de l'épicerie. Ils vont prendre 5 feuilles d'épinards, fraises peut-être un peu plus parce que c'est des achats au plaisir, 3 tomates parce qu'on ne sait pas ce qu'on va faire avec les tomates si jamais elles pourrissent. Voilà, donc ça c'est une partie de notre clientèle. Après, on a une autre partie de clientèle qui rejoint un peu celle du magasin. C'est les gens où les enfants sont autour des 10 ans et plus. Ils sont autonomes. Les parents, soit ils viennent... Alors là, c'est vraiment une sortie famille où tout le monde pousse la brouette et puis c'est les enfants qui cueillent. Là. Et par expérience, à partir du moment où les enfants ont cueilli eux-mêmes, ils mangent beaucoup plus facilement. L'exemple type, je vais revenir sur l'épinard. L'épinard congelé ou en boîte, ça ne vend pas du rêve. Un enfant qui a cueilli ses feuilles d'épinard, là, ça n'a plus le même goût. Ça reste anecdotique, mais voilà, c'est ça. Après, on a... Alors, ces familles-là, elles vont faire des cueillettes qui peuvent être plutôt gourmandes, avec bien des... Alors, nous, on ne parle pas de caddie, mais on parle de brouettes. Donc, des brouettes qui peuvent être bien garnies, et on les verra souvent... un petit coup au mois de mai pour les premières sorties de printemps, parce que on va chercher des fraises. Donc on les voit souvent. Donc au minimum une fois aux fraises, une fois pour les tomates, une fois pour les courges et pommes. Voilà. Après, dans nos clients, on a toute une partie de, on va dire, les quinquagénaires, où là c'est vraiment ce qu'ils recherchent, c'est la différence gustative d'un produit frais, d'un produit qualitatif avec une fraîcheur qui est inégalée. Au moment où on le cueille soi-même, il n'y a pas plus frais. Et donc ça c'est des gens qui vont cueillir pour la semaine. On va les voir très très régulièrement cueillir. Et après, on a nos derniers fidèles clients, c'est les retraités. Les retraités qui viennent pour cueillir pour la famille et qui viennent et qui cuisinent. En fait, ils vont venir... j'ai en mémoire, j'ai des clients, quand c'est les tomates, ils viennent chercher des grosses quantités de tomates. Et puis, ils font les coulis pour leurs petits-enfants qui sont à Lille. Ils se disent, au moins quand ils mangent, on sait ce qu'ils mangent. Ils ne mangent pas que ça, on est tous des étudiants. Mais voilà, il y a toute cette partie. Alors je rappelle, les gens qui viennent chez nous, c'est quand même une catégorie qui
qui sait ce qu'il veut, voilà. Alors après, on a aussi une autre chose, on propose une activité, je sais pas s'il y a le slide, ouais, alors c'est bon, c'est pas ça. Moi je suis de la campagne, hein, je suis pas très... Voilà ça. Enfin, on propose une activité pour les écoles. Donc on a une collaboratrice sur l'entreprise, sur la ferme, qui travaille en production avec nous, qui a un goût de la communication et la transmission. Et donc, alors, initialement, c'était moi qui me chargeais de cette activité-là, et là, j'ai refourgué le bébé. Donc l'idée, c'est accueillir les écoles. On propose des créneaux d'1 h 30. 45 minutes, alors on adapte en fonction de l'âge, hein, les tout petits, ça sera des créneaux plus courts d'explication et plus longues cueillettes, et puis inversement. L'idée, 45 minutes de temps où on se balade dans les serres, on va sentir les fruits, on va toucher les fruits, on va faire découvrir un bébé concombre, un bébé courgette, voilà, qui goûte. Et le reste du temps, il y a un temps libre accompagnés où ils cueillent eux-mêmes pour ramener à l'école, à la maison. Après, on s'organise avec les institutrices, mais voilà, c'est ce qu'ils veulent un pot commun où chacun part avec sa barquette. Alors, on accueille l'avantage de ce programme-là, c'est attirer nos futurs clients. Si les enfants viennent avec l'école, qui passent un super moment, à la maison, ils vont dire on est allé à la cueillette, tout ça, et puis le week-end qui suit, on a peut-être au moins 20% des enfants qui reviennent avec les parents. Alors c'est bien, c'est un bon début. Maintenant, on espère que ça va se développer. Le seul problème, c'est que cette démarche d'accueil d'enfants, c'est compliqué à mettre en place parce qu'on n'est pas, nous, dans un système subventionné. En fait, souvent, quand c'est des sorties scolaires, ce qui coûte le plus cher, c'est pas la sortie, c'est le bus pour les écoles. Une classe de 30 enfants à 4,50 €, allez, non, pour 150 €, et il y a peut-être 300, 400 € de bus. Donc c'est ça ce qui peut freiner, je pense, le projet. Quand c'est des écoles publiques, c'est des bus de ville, c'est pris en charge par la municipalité, mais quand c'est des écoles privées ou autres, voilà, c'est l'appel qui doit mettre la main à la poche. Voilà. Nos instituts nous disent toujours, hein, ce qui freine, c'est pas le coût de la sortie, c'est vraiment l'organisation qu'il y a autour. Après, aujourd'hui, on accueille environ une dizaine de classes par an. Donc là, cette semaine, on a eu 3 réservations pour fin juin, début juillet. Ouais, c'est la dernière sortie avant la fin scolaire. Donc voilà, c'est toujours intéressant. Les enfants, ils découvrent. Et des trucs tout bêtes, hein, on leur explique comment ça pousse. Qu'est-ce qu'il faut ? Il faut de la terre, il faut une graine, il faut de l'eau, il faut du soleil, il faut de la chaleur. Après, les écoles qui viennent à la sortie en cueillette, ils ont souvent travaillé déjà le programme pendant l'année scolaire. En fait, c'est la finalité de l'année scolaire. Voilà, si vous avez des questions. Là, c'est bon. Moi, j'avais une question, et peut-être que ça va rebondir, parce que c'est hyper intéressant ce que vous faites. Déjà, merci. C'est hyper intéressant ce que vous faites avec les scolaires. Et je me demandais, Camille, Pauline, notamment, est-ce que ce travail qui est fait avec les enfants de sensibilisation, justement par la découverte
dans l'environnement naturel des fruits et légumes, je dirais, est-ce que ça peut aider les enfants justement dans l'acceptation ou même l'acceptation en fait de manger après ces fruits et légumes? De toute façon, nous on le voit. Du concombre, les enfants ils aiment pas trop manger des concombres. Enfin, moi j'ai 3 enfants de 11 à 7 ans. On a la chance, les parents mangent de tout, nos enfants mangent de tout. On a un accès privilégié à une alimentation diversifiée et de qualité. Après, comme tout bon parent, à notre premier enfant, on a fait, mon épouse faisait tous les petits pots elle-même. Au deuxième enfant, 50%. Et le troisième, c'était des Lady Chef, et pour pas les citer, mais voilà, quoi. Après, c'est une histoire de temps. Et voilà, mais le fait que quand on a des enfants qui vont dans les serres, quand on leur fait goûter un mini concombre qui ressemble un peu à un cornichon, ils mangent comme ça, cru, ils y vont. Goûter des haricots verts crus, ils y vont. Et je suis pas certain qu'à la maison, ils vont forcément le manger. Ouais. Ça marche là, ouais. Oui, je pense que c'est très bénéfique aussi parce que du coup, ça fait vraiment des expériences pour les enfants avec les aliments hors du contexte de la table et du repas, qui souvent, parfois, quand les parents veulent vraiment que leur enfant ait un bon régime alimentaire, qui mange de tout, le repas peut être un peu conflictuel, ça peut être un petit peu des interactions négatives puisque les parents veulent que les enfants mangent bien. Et donc du coup, avoir ces expériences en dehors du repas, être exposé aux aliments, à leur texture, à leur odeur, à leur visuel, je pense que c'est justement très, très, très bénéfique. Oui. Rien de mieux à rajouter, mais oui, ça permet de mettre une histoire sur tout ça, de raconter l'histoire. Et donc, c'est un cadre positif pour l'enfant, et ça, on sait que c'est bien sûr bénéfique dans l'acceptation des aliments. Ça permet de rebondir avec Anne. Et je me demandais, parce que tu as fait des ateliers avec les enfants aussi sur la nourriture. Et justement, est-ce qu'il n'y a pas une démarche, parce que je trouve que c'est très complémentaire, par exemple, dans tout ce que vous avez dit, c'est-à-dire que vous avez parlé de la découverte en milieu naturel. Vous deux, vous avez parlé aussi de toute la notion d'interaction sociale avec l'environnement plutôt humain. Et puis Anne, la question de la création derrière. Est-ce que le fait de travailler aussi, par exemple le fait de dessiner les aliments, ou d'avoir cette approche finalement esthétique et dessinée, créative, en fait, de manière créative, est-ce que ça, justement, tu as observé qu'il y avait des choses où tu as eu des retours peut-être aussi de gens qui ont lu ton livre avec des enfants, etc. Moi, je vois pas l'après. Je peux pas analyser l'après quand ils sont devant leur assiette, quoi. Mais en tout cas, je me dis juste que ça participe au fait que le thème de la nourriture est joyeux, quoi. Et que oui, moi aussi, quand j'étais enfant, j'ai eu des expériences assez négatives, justement, de ces moments autour de la table. Et le fait de ramener quelque chose de ludique qui, en fait, décentre du fait juste de manger certains aliments ou pas, fait qu'en fait, on utilise ce thème pour parler d'autre chose, en fait, presque. Et donc, ça peut-être désacralise aussi peut-être le moment, décristallise aussi certaines peurs par rapport à ce moment. Mais après, bon, voilà, moi, je n'ai pas l'après. Mais c'est sûr que, par exemple, quand on a fait le pain, bon, après, le pain, c'est facile, ils veulent tous en manger, quoi. Mais en tout cas, c'était moins une question de manger, mais plus une question de célébrer ensemble un moment partagé, quoi. Donc juste, ça décentre un peu le sujet principal, qui est juste de se nourrir, finalement.
Et j'avais encore une autre question. Après, je vous laisse la parole si vous avez des questions. Ouais. Il y avait une question qui était par rapport à ce que tu disais, Sophie. Est-ce que vous travaillez, vous, avec des cultivateurs, des agriculteurs et comment vous les mettez en lien, justement? Comment vous créez le lien, là? Vous travaillez ensemble ou pas? Mais il y a peut-être un truc à faire. Si tu veux te mettre là-bas, comme ça. Oui, je vais me mettre là-bas. Comme ça, on va commencer à travailler ensemble. Oui, donc comme je disais, nous, quand on rentre dans une ville, on va faire un état des lieux avec les élus, avec les membres de la ville, et on va aussi aller chercher toutes les associations et les fermes, toutes les organisations comme ça dans la ville, autour de la ville, qui jouent dans la question de l'alimentation, de l'activité physique, du bien-être. Et souvent, ça permet aux personnes, aux élus, aux membres de la ville de découvrir parce que simplement, ils n'étaient pas au courant. Mais ça permet aussi de mettre dans la même pièce les personnes qui travaillent dans ce sorte d'organisation, les enseignants, les élus de la ville pour dire qu'est-ce qu'on peut faire ensemble. Et pas de dire que chacun travaille dans son coin, il n'y a pas de lien, c'est de dire qu'est-ce qu'on peut faire ensemble, quelles sont les richesses de notre territoire qui existent déjà et comment on peut les aider à accéder à plus de public. Et ça, c'est vraiment c'est super ce qu'on vient de voir. Et je pense que si toutes les villes vives avaient l'occasion d'avoir quelque chose comme la cahier de... Comment on le prononce? Wamil. Alors, fallait savoir. Il y a une chose qui est positive dans tout ça, c'est qu'on fait partie du groupe marqué Cueillette Chapeau de Paille. Et en fait, c'est un groupement de 36 fermes cueillettes dans toute la France, donc de Pau à Dunkerque et de Strasbourg à La Rochelle quasiment. Donc sur les 36, il y en a une petite dizaine en région parisienne et une petite dizaine dans les Hauts-de-France. Et après, on est un peu disséminé un peu partout. Mais voilà. Et donc, dans chacune de nos cueillettes, on propose l'accueil des écoles avec alors chaque cueillette a sa propre organisation, mais j'ai des collègues en région parisienne, je crois que de mémoire, ils doivent accueillir 20 000 enfants par an. Et je pense que ce qui peut être très complémentaire, c'est que nous, on va proposer des activités une fois rentrés à l'école ou même avant de venir qui permet de continuer l'histoire, de garder ça en tête. Et je rebondis aussi en lien avec le dessin. On a lancé un concours de dessin l'année dernière dans nos villes pour dessiner notre nouvelle mascotte de l'association Vivants en Forme. Et je crois qu'on a eu plus de 1000 dessins. Il y avait au moins 80% des dessins. On a demandé aux enfants une mascotte qui inspirait la forme et la santé. Et il y avait 80, enfin peut-être que j'exagère, mais il y avait énormément de carottes. Et aujourd'hui, notre nouvelle mascotte, c'est une super carotte qui se balade dans les villes vives et qui donne envie aussi, c'est le retour qu'on a depuis qu'elle existe, qu'elle donne envie aux enfants de manger des carottes. Donc, je pense qu'il y a vraiment un lien entre découvrir les choses à la ferme, dessiner, enfin, tous ces moments de bonheur, de partage autour de l'alimentation qui changent l'attitude.